Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Rendez-vous de la rédaction de ce mercredi 17 mai. Et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Sambou. Monsieur Mohamed Sambou, bonsoir. Bonsoir Moussa, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Oui, vous êtes le président du mouvement Grand Rassemblement La Relève, pour la Relève. Et vous faites partie de ces cadres de la diaspora et qui ont décidé de faire leur rentrée politique au Sénégal. Et vous êtes à l'intérieur du pays, pratiquement quasiment, vous n'avez pas tout le temps. Vous faites une tournée pour faire adhérer, en tout cas, aux populations, votre idéologie politique. Nous allons y revenir plus largement. Vous allez nous parler de votre idéologie, vos activités, votre programme. Mais avant de vous laisser le temps d'aborder toutes ces questions, nous laissons le privilège de partager, de saluer les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout au Sénégal, à Touba, à la diaspora. Oui, je salue en fait tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, au niveau national comme au niveau international. Tu me permettras d'envoyer nos sincères condoléances au Khalif de Ndiassane. Oui. Voilà, nous présentons toutes nos sincères condoléances à toute la famille et à la Oumma islamique. Voilà, merci donc Mohamed Sambou. Alors, nous allons très rapidement aborder la première question, c'est l'actualité présentement avec les deux procès qui sont comme une épée de Damoclès pour Ousmane Sonko. On a vu son premier procès avec voilà, il a payé des dommages et intérêts, 200 millions, avec également son inéligibilité. Et tout cela également, à cela s'ajoute, avec son second procès, l'affaire Adji Sarr, Sweet Beauté, qu'on a renvoyé au mercredi prochain. On a vu tout ce qui s'est passé pendant presque 2 jours. Le pays est un peu vandalisé, un peu partout, je ne sais pas, on peut utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose, on a entendu aujourd'hui la conférence de presse, d'ailleurs Askan, oui, mais également les forces 2024. On a l'impression que ce pays est pris un peu en otage par les politiques en certains moments. Oui, comment vous voyez cette situation de crispation? Vous savez, l'impression que nous avons dans ce pays, c'est quand même très très dommage parce que nous sommes en politique et nous voyons de plus en plus un déni de la part de la population par rapport à tout ce qui est politique. Et ça se justifie aisément. Vous savez, on entre en politique, je pense, c'est pour quelque part essayer de tranquilliser la population, apporter des solutions, apaiser en fait ou tout autre, je vais dire, amoindrir la souffrance de des populations. Nous avons comme mission d'inspirer. Nous avons comme mission de pouvoir véhiculer des messages, de pouvoir contribuer, je vais dire à juste titre, de par notre expertise, de par notre expérience, le parcours que nous avons, ça doit pouvoir servir. Parce que quand on a l'ambition de diriger, je pense que nos politiques ne prennent pas en considération tous ces aspects. Ici, c'est la peur, c'est la terreur. Un procès qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous qui vivons... Une vingtaine de morts depuis lors, à 3 qui s'ajoutent également, 17 morts. Voilà. Nous qui vivons à l'étranger, une fois, quand on vient sur place, nous constatons en fait un sentiment de crispation, d'incertitude, qui n'est ni bon, je pense, pour la population, qui est ni bon d'un point de vue économique. Et ça cause plein de préjudices. Donc au niveau de l'engagement politique, sur les actions à mener sur le terrain, les activités qu'il faudrait aussi déployer pour avoir des investisseurs qui viennent aussi contribuer, je veux dire, à l'essor économique. Donc tout ça font en fait des facteurs qui ne permettent pas d'avancer dans le bon sens du terme. Pour revenir au procès, je pense que vous avez énuméré les 2 procès. Le premier en diffamation, si je me souviens bien. Avec Miss Mambaignan. Voilà. Je pense qu'il y a eu quand même 3 renvois. Oui. Mais vous constatez, à chaque fois qu'il y a convocation, le pays est paralysé. Donc, je ne comprends pas
je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut, sur une durée, si on prend en exemple aussi le procès entre le président Ousmane Sonko et Adji Sarr, ça fait plus de 3 ans. C'est lourd, je pense, pour les deux personnes, c'est lourd pour la population et c'est insupportable, je pense, pour toutes les personnes qui sont aussi concernées. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une hésitation de l'État pour pouvoir vider en fait ce procès et qu'on puisse passer à autre chose. C'est notre lecture que nous avons par rapport à ces deux procès. On l'a vu en tant que leader également, dans votre camp aussi. C'est un de vos collègues, hein, il est de l'opposition, comme vous, je suppose, vous êtes de l'opposition également. Hein. Comment est-ce que cette traque, comment vous la sentez? C'est dur pour un opposant d'être peut-être empêché de participer à des élections, comme on l'a vu avec Karim, comme on l'a vu avec Khalifa Sall, aujourd'hui Ousmane Sonko avec son inéligibilité. Tout ça, oui, ça pèse lourd dans le camp de l'opposition. Ça pèse lourd, je pense, dans le camp des politiques, aussi bien, des politiques, oui. Oui, aussi bien pour les personnes concernées que pour la population. C'est ce que je viens d'énumérer. Oui. C'est-à-dire, nous avons l'impression que nous vivons uniquement, essentiellement, que de la politique. Donc, quand vous allumez la télévision, tous les jours, on en parle. Tous les jours que Dieu fait, au niveau des publications sur les journaux, vous ne voyez que procès à longueur de journée. Alors que nous avons, je pense, énormément de défis à relever sur tous les plans. Le monde devient de plus en plus compliqué. Les situations deviennent de plus en plus précaires. Et les crises s'amplifient partout. Donc, nous n'avons plus d'espace en fait de réfléchir et de pouvoir proposer par rapport à ce que nous avons comme mission, ce que nous avons comme ambition. Et c'est ça qui est regrettable. Voilà, Mohamed Sambou, président du grand rassemblement La Relève. Aujourd'hui, on parle de dialogue. Le président Macky Sall a appelé à un dialogue, à une concertation entre les partis politiques et la société civile pour trouver certainement des solutions devant cette impasse. Qu'est-ce que vous en pensez? La réflexion que nous avons par rapport à ce dialogue, c'est que les responsabilités que nous avons, nous, en tant que leaders, en tant qu'opposants et dirigeants de partis, nous sous-estimons et nous sommes un peu en retard par rapport aux enjeux. Oui. C'est pour dire, quand on revient aux élections législatives, pourquoi le dialogue, justement? Oui. Pourquoi le dialogue? Je vous le demande, oui. Parce que nous avons raté quelque chose au niveau de l'opposition. Quoi? Au niveau de l'opposition, qu'est-ce qu'il a été dit? Quand il a fallu faire une intercoalition, Yewwi, Wallo. Ils se sont entendus pour avoir une force. Et au niveau de l'Assemblée nationale, une fois la majorité, des propositions de loi vont être adoptées allant dans le sens pour amnistier Karim et Khalifa Sall. De ce point de vue-là, on a vu tout le chaos qui s'est fait par rapport aux investitures. Et il n'y a pas eu cette organisation qui manque, c'est un manque criard, je vais dire, dans toutes ces organisations politiques où on se focalise uniquement sur des intérêts crypto-personnels. C'est mon avis, parce que je pense que si nous avons ambition pour gérer ce pays à un moment donné, il faut s'oublier. Il faut s'oublier. Vous parlez de crypto-personnel par rapport à la conquête du pouvoir ou Par rapport à la conquête du pouvoir, par rapport aux postes, par rapport aux directions, par rapport aux responsabilités. Et chacun se campe sur sa position. Et pour revenir sur ces élections législatives, s'il y avait une bonne coordination dans le fond et qu'il n'y ait pas d'intercoalition. Parce que c'est vrai, en politique, on ne peut pas avoir la pensée unique. Les partis sont faits parce que chaque parti a son idéologie, a sa position, ça c'est tout à fait normal. Mais il arrive des circonstances où nous avons vécu la non-participation de M. Karim Wade et M. Khalifa Sall en 2019. Rien que pour ça, je pense qu'on aurait dû se mettre autour d'une table et de présenter une liste qui va permettre de pouvoir avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et commander. C'est raté. Donc, la balle a changé de camp, le pouvoir a repris le dessus
Et comme on est en politique, c'est, vous le savez mieux que moi, c'est un rapport de force. Donc le président... Vous pensez que le dialogue n'est pas sincère? Ben, on peut être dubitatif. Au vu de douter, oui. Oui, on peut, au vu de ce qui s'est passé. Il y a déjà eu des dialogues, mais sur ces dialogues, il n'y a pas plus de 50% qui ont été respectés par rapport aux requêtes qui ont été faites par l'opposition. Donc, de ce point de vue-là, mais ça n'excuse pas, oui. ça n'excuse pas qu'à ce niveau, aujourd'hui, où on a des élections qu'on doit avoir dans moins de 10 mois, jamais il est arrivé à moins de 10 mois, on ne sait même pas qui va se présenter à l'élection présidentielle. Et ça, c'est une situation d'incertitude qui est quand même déplorable. On constate même dans l'opposition certaines ruptures et fissures, des gens qui ne se comprennent pas. Si on se réfère à la sortie de Jean-Paul Diaz, Barthélémy Diaz plutôt, voilà, on a l'impression que même dans le camp de l'opposition, ils ne parlent plus sur même temps. C'est ce que j'appelle la crise de leadership. Nous avons vraiment un sérieux problème au niveau de ce qu'on appelle le leadership. Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'on ait des objectifs communs. C'est-à-dire que nous voulons aller dans des élections dans la façon la plus transparente possible et que dans le fond, il n'y a pas des accords pour pouvoir faire face. Parce que nous avons affaire quand même au président Macky Sall qui, depuis 2012, nous a montré en fait toute sa capacité à, je vais dire... Il déroule sa fin politique. Oui, bon, tout le monde sait que tout ce qu'il a entrepris depuis 2019, en tout cas pour les élections, à chaque fois, il en sort vainqueur. Donc, là où il y a eu un équilibre, je vais dire, c'est les élections législatives et ce qui a amené ça, c'est l'intercoalition. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux si on avait une bonne organisation, une bonne communication, parce qu'il y a sur certains départements où on est sorti, enfin l'intercoalition est sortie vainqueur, malheureusement les votants ont fait l'inverse. Au lieu de voter la coalition qui était censée représenter ce département-là, oui, ils ont voté l'inverse et du coup, voilà. Voilà. Est-ce que M. Sambou, président Sambou, autant pour moi, est-ce qu'il n'y a pas un choc des ambitions dans parce que vous avez parlé de crise, de leadership? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ambition, de choc d'ambition par rapport à la conquête? Parce que tout le monde, même vous, vous avez, je crois, bien le désir aujourd'hui, demain, de diriger ce pays. À quel prix? Diriger ce pays à quel prix? Moi, je n'appelle pas ça des chocs d'ambition, c'est peut-être des chocs d'intérêt. Parce que si nous avons une ambition de diriger ce pays, ça veut dire que nous avons une vision, un projet concret qui dépasse nos personnes. Et c'est à ce niveau-là que ça, je pense qu'on pêche. Si le projet il est concret, si le projet est pour la population et pour le peuple, à un moment donné, on ne peut pas avoir ces chocs. Parce que l'essentiel, c'est devant nous. L'essentiel, c'est qu'il y ait un adversaire. Il y a un adversaire devant nous qui n'a pas encore prononcé qu'il va poser sa troisième candidature ou pas. On est à 10 mois des élections, je pense qu'il y a meilleur à faire. Oui. Et par rapport à ce dialogue, vous, est-ce que vous y allez ou bien vous y restez voilà, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'on n'y aille pas parce que peut-être il y a des manœuvres, parce que peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur ces questions dont vous évoquez, comme la troisième candidature, etc., libérer les détenus politiques, etc., revoir le fichier électoral, le parrainage. Vous pensez que sur ces questions-là, il n'y aura pas de consensus? Nous sommes pour le dialogue. Je l'ai dit tantôt, la politique, c'est un rapport de force. Tout le monde sait que à l'état actuel, le parti au pouvoir, il est minoritaire. Du fait que c'est son deuxième mandat et il a un bilan mitigé. Il y a certes des réalisations, mais sur le bilan immatériel, il y a quand même des choses à améliorer. Donc ça, nous sommes tous d'accord. Et si le bilan, comme je l'ai dit, il est mitigé et que la force revient au peuple, ben, nous, on pense que si l'opposition est unie, mais on peut aller à ce dialogue et proposer et donner nos conditions fermes où on exigera, par rapport à tout ce qui a été demandé, que ce soit respecté, mais à condition que l'opposition soit unie.
À condition que l'opposition soit unie. Et vous, par rapport à votre mouvement politique, grand mouvement pour la relève, quelle alternative vous proposez dans ce cas? Quelle est la solution miracle que peut-être que vous apportez, vous mettez sur la table pour peut-être faire comprendre aux gens la politique que vous prenez, vous? Oui. La politique que nous prenons, en fait, on fait tout pour ne pas sur l'ensemble en fait de ce que nous faisons, que ce soit pris au piège, je vais dire, de par ce qui se passe dans tous les autres partis politiques ou les leaders. Nous prenons en fait l'action, vraiment le concret. Nous avons constaté que dans ce pays, comme je l'ai dit, on ne fait que de la politique 24 heures sur 24, presque 365 jours sur 365 jours. Les partis politiques, aussi bien au pouvoir comme l'opposition, les projets et les programmes, tu les entends que lors des élections présidentielles, législatives ou communales. Nous, ce que nous faisons, nous, pour le moment, on fait des tournées de visites de proximité. On va voir en fait toutes ces communautés, ces groupements, les activités qu'ils mènent et on leur propose sur base d'un échange des besoins à partir de notre expérience, à partir de notre vécu, ce qui peut les accompagner dans les activités quotidiennes. Et concrètement, dans des secteurs peut-être que vous visez, d'y apporter des changements par rapport aux politiques. Oui, dans les secteurs que nous visons, nous avons ficelé un programme qui n'est pas encore définitif, un programme articulé sur 3 pôles, dont le premier pôle est le capital humain avec des démembrements sur plusieurs axes. Et en premier lieu, on peut citer la santé, les liens sociaux, puis il y a l'éducation, il y a la culture, il y a le sport et il y a tout ce qui est ressources humaines. Ça, c'est le premier pôle qu'on appelle en fait le capital humain, tout simplement parce que nous pensons qu'une fois que l'individu est formé et mis à l'épreuve en lui donnant en fait toutes les capacités et les outils nécessaires, il peut atteindre un certain niveau d'efficacité et de performance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est tout ce qu'on appelle en fait les réformes. Le pôle des réformes, on ne peut pas changer, on ne peut pas transformer ce pays avec les mêmes systèmes et les mêmes lois. Et donc vous êtes anti-système, comme on le dit. Oui, anti-système. Je ne dirais pas qu'on est anti-système parce qu'il y a déjà des éléments positifs au niveau des institutions qui sont déjà là, qui nous permettent de stabiliser le pays et d'avoir un certain rang au niveau de la sous-région. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'améliorer, je pense, tout ce qui ne va pas. Dans les politiques de territorialité, par exemple, nous avons fait sur la décentralisation, je pense que ce sont des éléments positifs, mais nous, dans notre programme, on a ajouté ce qu'on appelle la déconcentration. La déconcentration, c'est de faire une capacitation au niveau des gouverneurs qui sont dans les régions, leur équiper et leur donner beaucoup plus de moyens financiers. Parce que pour le moment, le budget qu'ils ont, ce sont uniquement des budgets administratifs pour payer et faire certaines dépenses. Nous pensons qu'au niveau des régions, il y a quand même pas mal d'acteurs de développement qu'il va falloir accompagner, qu'il va falloir financer par des projets. Et ça peut quand même limiter ce qu'on appelle l'exode rural. Dakar est bondé. Je pense qu'il faudra un tout petit peu tout faire pour limiter ce mouvement en fait entre les régions et Dakar. Ça, c'est en fait les politiques territoriales. Après là, il y a en fait les réformes sur le transport, les institutions, et notamment la sécurité et les défenses. Mais le pôle le plus intéressant, c'est le pôle de développement. Le pôle de développement, pourquoi? Parce que sur l'aspect du travail, l'aspect de l'emploi, nous avons choisi et nous avons comme cible l'entrepreneuriat, l'industrialisation, les finances, la fiscalité. Pourquoi? Parce que ce sont nos domaines. Nous travaillons dans ces domaines depuis plus de 15 ans, dans les multinationales un peu partout en Europe. Et nous avons pas mal d'autres personnes qui sont dans le mouvement, qui sont des acteurs, qui sont des industriels. Nous disons tout le temps qu'un pays ne peut pas se développer sans l'industrialisation, mais il faut avoir cette
compétences techniques et opérationnelles pour pouvoir accompagner des projets au niveau, je vais dire, de toutes les régions et de toute la nation. Donc, l'autre aspect que je peux citer dans le pôle de développement, c'est en fait ce qu'on appelle les techniques de management modernes. Tout ce qui permet aujourd'hui à certains systèmes, à certains outils, d'avoir certains niveaux de performance, de contrôle dans la gestion pour éviter le népotisme, la corruption et le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance, tout le monde sait que nous avons des institutions pour le moment qui contrôlent, mais je pense que leur rôle devrait être beaucoup plus de miser sur la prévention et de verrouiller en fait les systèmes pour ne pas occasionner en fait cette malversation. Donc vous misez sur ce que j'appellerais l'appel à candidature, tout cela, la réforme judiciaire également, tout cela, vous prévoyez de réformer tout le système. Là où il y a des anomalies. Les réformes institutionnelles, on peut le mettre dans le pôle des réformes. Ça a été prévu et c'est le deuxième pôle. Mais comme j'ai dit, le pôle qui nous intéresse le plus et que nous sommes en train de déployer sur le terrain, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat à travers les groupements de femmes, à travers des fédérations, des confédérations, qui pour le moment sont le plus en fait regroupés dans le secteur informel, qui ne profitent pas non seulement à l'État, et qui ne profitent pas à eux. Et voilà un petit exemple par rapport aux tournées que nous sommes en train de faire. Mais nous voyons des groupements de femmes, je veux dire, dans pratiquement toutes les communes, dans toutes les régions. Mais la question qui est posée et les réponses qui nous reviennent tout le temps... Les financements. C'est des financements, ou si on les reçoit, après il n'y a pas de suivi. Au niveau de l'État, quand l'État intervient pour dire, bon, écoutez, bon, on va donner X milliards au niveau des institutions, là, ça, je vais donner aussi un mot, au niveau des institutions comme le Fonds 6, le Fonds GIP, la BNDE, toutes ces institutions, je pense que c'est budgétivore, donc personne ne connaît leur utilité, sauf eux. Si vous faites un micro-trottoir et vous posez en fait ces questions-là à un Sénégalais lambda pour leur dire de faire la différence entre Fonds GIP, Fonds 6 et BNDE, personne ne comprend. Donc nous... Et vous, qu'est-ce que vous proposez en lieu de place? Nous, ce que nous proposons, c'est de supprimer toutes ces institutions-là et d'avoir un établissement qui va s'occuper, même si au niveau des garanties c'est nécessaire, au niveau des investissements, un établissement suffit pour pouvoir faire des démembrements sur les garanties, sur les investissements, sur l'accompagnement, sur la formation. Je pense qu'un seul établissement, ça suffit. On n'a pas besoin de 3, de 4, de 5 établissements où on a la plupart du temps des gens qui sont cooptés et recrutés pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. C'est très bien. Mais je voulais également vous demander par rapport à la réforme institutionnelle, parce qu'aujourd'hui, le problème qui se passe entre l'opposition et le pouvoir, c'est sur le processus électoral. Le parrainage, il faut une organisation indépendante des élections, une commission indépendante des élections, etc. Le fichier électoral, ça aussi, ça pose problème. C'est là où le bas blesse par rapport à l'opposition et au pouvoir sur ces aspects. Mais c'est une des raisons qui doit motiver pour qu'on aille au dialogue. Si on ne va pas au dialogue, on va aller aux élections. Il propose un bulletin unique. Mais bien sûr, non seulement il y a ça, il y a les enjeux sur la transparence. Bon, on a quand même un certain niveau pour le moment de transparence par rapport à la façon de faire. On a toujours critiqué, mais nous avons vu que les Sénégalais ont toujours voté dans le calme. Maintenant, il faut une amélioration. Il y a des doutes au niveau du fichier. L'Union européenne a validé, l'opposition avait même validé. Donc, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que je dis tout le temps qu'il faudrait toujours faire en sorte que les gens aient l'esprit tranquille quand on va dans des élections pour pouvoir avoir le meilleur candidat avec le meilleur profil pour pouvoir gérer et relever tous les défis. Là, il faut donc nettoyer complètement. Il y a beaucoup de choses à revoir sur le processus électoral. Il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à s'unir. Sur tous ces défis, je pense ça n'arrange à personne
ni à un parti. Bon, je comprends pour l'élection présidentielle, on ne peut pas y aller avec des coalitions. On peut y aller, même si c'est avec des coalitions, mais je vais dire c'est pluriel. Donc on aura plusieurs candidats. Mais si nous avons énormément de défis où nous ne sommes pas rassurés sur le fichier, nous ne sommes pas rassurés sur énormément de choses. Sur le financement, par exemple, des partis sur le politiques. financement. Ça, on l'avait dit, mais il n'y a rien qui s'est fait. Donc, c'est encore une fois, je ne comprends pas, c'est quoi la logique en fait? Si on ne va pas dialoguer, ça veut dire quoi? On va imposer la force, on veut un chamboulement de tout ce qu'on a fait depuis 1960 jusqu'ici, ou alors on veut préserver les acquis et les améliorer. Donc, vous voyez, donc c'est toutes les questions, je pense, que la population se pose et qui souffre de ça. Et nous, nous avons, je pense, comme mission de pouvoir apporter quand même des solutions par rapport à ça. Mohamed Sambou, vous êtes donc le président du grand mouvement La Relève, GMR, mais aujourd'hui, il y a une demande qui est là de l'opposition, c'est de libérer les otages politiques, c'est de supprimer le parrainage, permettre à tout le monde de participer, c'est de permettre également aux primo-votants de s'inscrire. C'est une demande qui est là et qui s'impose par rapport au dialogue. Et ne pas faire de troisième candidature, tout ça également, c'est une demande qui est là et qu'on doit régler nécessairement si on veut aller à des élections libres et transparentes. Mais justement, c'est ça qui fait défaut. Moi, je me demande quelle est la cohérence. Quelle est la cohérence? Parce qu'on tarde à faire le dialogue. Il y a encore des gens... Le temps est limité. Le temps est limité. Plus on avance, plus on aura moins de temps de pouvoir s'organiser, moins de temps de pouvoir déployer nos stratégies pour aller dans une élection apaisée. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi énormément de monde qui croupissent dans les prisons. Les jours avancent, mais si nous avons pris cette décision tous ensemble de dialoguer et de demander la libération sans condition de toutes ces personnes qui sont dans les prisons, mais donc vous voyez, moi je pense qu'il y a un souci de ce point de vue-là. Il y a des personnes qui sont sacrifiées, qui sont dans les prisons. Il y a des personnes qui manifestent, qui perdent leur vie. Il y a des blessés. Mais ça ne choque personne. Si pour autant nous avions un résultat, malgré tout ce qui a été fait, quel est le résultat? Quelle est la finalité? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ce qui s'est passé? Je vous pose la question. Est-ce que vous voyez, vous, par rapport à tous ces sacrifices qui sont faits, des pertes de vies humaines, des blessures, des emprisonnements, est-ce que ça change aujourd'hui quelque chose? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si on fait certains sacrifices, je pense que c'est pour un changement, c'est pour une transformation. Mais les personnes contre qui nous faisons en fait toutes ces menaces sont toujours là. Ils vont qu'à leurs occupations, les années passent et voilà. Pour vous donc, vous inspirez une rupture totale par rapport à tout ça? Il faut une rupture? Ah oui, le mot rupture, je pense que ça s'utilise dans tous les lèvres, mais ça ne se concrétise pas. Hein. Je pense que c'est bien beau. Nous avons plus de 400 ou voire même 500 partis. Chaque parti qui naît te dit, moi je vais amener du changement, je vais amener de la transformation. C'est pourquoi c'est très difficile à l'heure actuelle de convaincre les Sénégalais parce qu'ils ont tout vu. Ils n'ont plus confiance aux politiques. Ils ont tout expérimenté à tel point que même quand tu as un projet viable, il y a des hésitations. Mais Mohamed Sambou, ces jeunes que nous avons écoutés partout et qui crient, ils parlent d'une révolution générationnelle. Je les comprends. Je les comprends. Ils parlent presque, ils rejettent le système. Oui, c'est normal parce que le taux de chômage a atteint un niveau extraordinaire. La précarité à un niveau vraiment très grave, très aigu. Et par rapport aux solutions qui sont proposées, mais tu ne peux avoir qu'un pays en lambeaux où les jeunes manifestent leur colère. Donc cette colère, je pense qu'elle doit être bien prise en compte par les gouvernants, par les personnes qui sont censées donner des solutions à ces jeunes. Si ces jeunes-là ne sont pas occupés, ben, ils vont occuper la place publique pour manifester et
voilà, faire tout ce gaspillage dont on voit. La question qui se trouve, moi je pense que ce n'est pas un problème de leader politique. Mais ils ont envie d'une nouvelle offre politique. Exactement, exactement. Mais cette offre politique, on ne peut même pas la proposer. Je suis ici aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité d'en parler, mais ça aurait été mieux d'avoir une personne en face, d'autres leaders politiques pour qu'on puisse échanger sur les problématiques. Mais vous êtes sur le terrain, vous en parlez à vos militants, vous les captivez par rapport également à ce que vous leur proposez demain si vous allez au pouvoir également. Oui, alhamdoulilah, c'est pourquoi. C'est une rupture quelque part. C'est pourquoi nous sommes en train de faire... Vous leur parlez, oui. C'est pourquoi nous sommes en train de faire de très grands bons. Nous sommes en train d'avoir des massifications à outrance. Parce que tout simplement, le projet, il est viable. Les explications qui sont données par rapport à la réalisation de ces projets, il est lucide, il est réel. Et quelque part, ça devient une demande sociale. Et cette demande sociale, nous nous en félicitons. Et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir mettre en place en fait un outil qui nous permettra de pouvoir gérer le moment venu. Alors, donc, il faut penser certainement à l'après Macky Sall, peut-être. Après Macky Sall, parce qu'on pense, beaucoup pensent qu'il va partir. Le projet prototype dont les Sénégalais rêvent, certainement vous le partagerez avec l'opposition. C'est certainement, si vous vous retrouvez, apparemment, vous tous, quand on vous entend, vous avez le point de mire, c'est de changer. Vous savez, Moussa, pour nous, je pense pour le mouvement, et pour nous, Macky, il est hors de course. Quoi qu'il en soit, il est hors de course. Parce que nous avons maintenant une population qui est très éveillée. La citoyenneté a atteint un certain niveau sur les réflexions, sur les analyses. Je dis tout le temps que les politiques sont en retard par rapport à ce qui se passe au niveau. Moi, j'ai été agréablement surpris. Je ne vis pas ici. La perception que nous avons par rapport à nos pays étant des pays sous-développés est que c'est difficile d'avoir parfois certains discours qui sont audibles d'une majeure partie de la population. Mais c'est faux. Si vous faites le travail et que vous allez sur le terrain, encore une fois, c'est très important. Ouais. Ne pas se fier tout simplement à ce qui se passe à travers les médias, les réseaux sociaux, mais si vous allez sur le terrain, vous êtes au contact des populations, vous vous rendez compte que nous avons de plus en plus des jeunes qui sont très outillés, des femmes qui sont très braves, qui n'attendent que le déclic. Et ce déclic-là, une fois qu'on l'aura, ce pays peut être mis dans les rails dans un avenir très proche. Donc vous parlez de Macky Sall. Pour nous, Macky appartient à une génération du passé. Bien qu'on peut dire aussi qu'il n'a, on peut pas dire qu'il n'a rien fait. Hein. Il est en train de transformer, de faire ce qu'il peut en tout cas faire. Il s'est trompé. Il s'est trompé de priorité. Ah bon? Pour nous, personnellement, moi, ce que je pense, c'est que tu ne peux pas avoir un pays qui fait plus de 17 millions d'habitants et dont les chiffres montrent que nous sommes à 800 000 employés, miser sur des politiques d'infrastructure. De prestige? C'est des politiques de prestige. On en a besoin, certes. Pour faire un pays, on a besoin de tout. Mais tout dépend du contexte, tout dépend du peuple, tout dépend de la culture et tout dépend des besoins de tout un chacun. Tu ne peux pas avoir un pays où le salaire, on te parle de 50 000, de 100 000, des salaires précaires, le niveau d'inflation est tellement élevé, tu ne mises pas sur le travail, tu ne mises pas sur la valeur travail. Je parle de 800 000 employés, mais les conditions de travail sont terribles. Vous voyez des jeunes qui sont dans des stages à n'en pas finir pendant des années et des années, à qui on ne propose pas de contrat à durée indéterminée. Vous trouvez ça normal? Vous ne réglez pas les problèmes primaires pour permettre à la population de pouvoir manger, de pouvoir s'habiller, de pouvoir se loger, de pouvoir se former. On appelle les besoins naturels. Hein? Mais c'est des besoins primaires et élémentaires. C'est le premier niveau. Tu ne peux pas sauter ce besoin et nous faire des terres et des tramways
dont ces sociétés qui ont fait des terres et des tramways ont mis plus de 400 ans, plus de 4 siècles à d'abord miser sur ce qu'on appelle l'humanisme, l'humain, faire en sorte que ces gens-là puissent avoir les éléments nécessaires et pour pouvoir maintenant aller dans un autre niveau. Donc c'est vraiment le contre-courant. Nous vivons là-bas, on sait ce qui se passe. Les révolutions qui se sont passées, mais c'est d'abord l'homme, c'est d'abord l'humain. Parce que quand l'humain est malade, quand l'humain ne peut pas se soigner, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se loger, mais il ne peut pas comprendre tout ce que tu es en train de faire. Que ce soit des terres ou des avions. On a mis les chariots devant les bœufs. Mais évidemment, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, cette pauvreté, et par rapport au lotissement que nous voyons au niveau, un peu partout dans ce pays, les voitures là, il y a un dérèglement mais extraordinaire, quoi. On a l'impression que ce pays n'est pas gouverné, on a l'impression... Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il existe toutes ces infrastructures et que les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a non seulement les infrastructures, il y a tout le budget en fait qu'on déploie pour tous ces projets. Et de trois, ces budgets qui sont déployés, ce n'est pas les bonnes personnes à la bonne place qui les gèrent. Donc le gaspillage, il est partout. Les scandales, etc. Les scandales. Donc c'est pourquoi je dis, moi j'ai confiance au peuple. Quoi qu'il en soit, pour moi, Macky, c'est dans le passé. Il avait son mandat de 2019 à 2019 qui a été renouvelé jusqu'en 2024. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pensait être bien pour les Sénégalais. On le lui concède. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure des choses qu'il faudrait faire. Voilà. Président Mohamed Sambou, si je vous écoute, vous avez fait tourner un peu partout. Vous avez pu comprendre cette expression populaire. Donc, on ne peut pas réduire cela à un simple engouement. Ce n'est pas un engouement pour vous, c'est plus sérieux, c'est très sérieux. Non, c'est une crise alimentaire, c'est une crise économique, c'est une crise conjoncturelle. Vous voyez en fait que les gens qui sont malades, ils ne peuvent pas aller se soigner. Nous n'avons pas des hôpitaux partout. Si vous voyez les statistiques par rapport à ce que l'OMS a donné comme référence, sur 10 000 habitants, nous devons avoir un lit. Mais le Sénégal n'est pas à ça. Donc cette révolution... Excusez-moi, c'est sur 1000 habitants. Sur 1000 habitants. D'accord, mais cette révolution n'est pas un simple engouement. C'est une demande réelle des jeunes qui sont là et qui sont prêts à prendre leur avenir le destin en main. Mais évidemment, vous ne donnez pas la possibilité à la population de pouvoir s'enquérir et d'avoir les besoins nécessaires, les besoins préliminaires. Mais on devient un État où les gens, c'est sauf qui peut, hein? C'est sauf qui peut. Dans les maisons, voilà. Après, malheureusement, quand on est au Sénégal et en Afrique, on pense que c'est parfois le destin. Non, ce n'est pas le destin. Il y a une responsabilité quelque part. Parce que si on t'a donné un pouvoir, on t'a donné les moyens qu'il faut, on t'a donné les outils qu'il faut. Mais vous savez, pour un peu rentrer dans la géopolitique, oui. Ce qui se passe pour le moment pour le Sénégal est un pays très convoité en ce moment. Très, très convoité. Pourquoi? À cause du pétrole, gaz, c'est prochainement exploité. Pour le pétrole, pour le gaz, il y avait des contrats qui avaient été déjà signés, entérinés, à partir de fin 2023 jusqu'en 2025. Sur ces contrats-là, d'après les estimations que j'avais, c'est plus de 700 milliards qui sont alloués pour le Sénégal, à partir des sociétés qui exploitent le pétrole. Depuis qu'il y a eu la crise et que la Russie ne fournit plus le pétrole au sein de l'Union européenne, les contrats ont été revus. À l'heure où je vous parle, il y a presque 300% au niveau du tarif qui a été revu. C'est-à-dire si l'État devait avoir 700 milliards, je veux dire, de francs CFA sur 2023, fin 2023, voire fin 2024, aujourd'hui nous sommes à 2100 milliards. Ça, c'est une des choses. Donc, vous voyez, au niveau de la stabilité et au niveau des enjeux, vous parlez de choc, des ambitions, moi je pense qu'il y a des chocs des puissances au niveau géopolitique, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les relations maintenant un peu tendues entre la Russie, la Chine et les États-Unis,
font qu'il y a une certaine convoitise pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est une terre à tout faire. Il y a de la ressource naturelle. Et la dominance qu'il y avait au départ sur les relations France-Afrique a changé complètement. Parce que toutes ces puissances maintenant s'équilibrent. Il n'y a plus de dominance comme avant. Donc du coup... Chacun cherche ses partenaires. Chacun cherche ses partenaires. Du moment que nous avons des leaders responsables, capables de négocier à hauteur, de façon décomplexée, avec toutes ces puissances, moi je pense qu'on peut tirer tous les profits. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs, je pense, références aujourd'hui qui le montrent à travers les analyses des scientifiques et des experts au niveau mondial, que je suis parfois. Mais la situation du Sénégal ou de l'Afrique aujourd'hui, c'est la même situation que les pays asiatiques il y a depuis de 1960. En 1960, tous les experts avaient dit que pour l'Asie, c'était quasi impossible que l'Asie se développe. Oui. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Oui. Ils ont su se développer en mettant des priorités, en mettant des stratégies qui les ont permis de pouvoir arriver à ce stade où ils peuvent rivaliser avec les grands de ce monde. Comme ça a été le cas au Mali, en Guinée-Conakry récemment. Seulement, peut-être, il y a eu l'armée qui, en certains moments, prend le pouvoir pour pouvoir créer tous ces besoins. Oui, c'est au-delà de ça. Même si on peut dire que ça ne doit pas être la solution. Non, ce n'est pas la solution et je pense que ces pays-là ne sont pas encore au bout de leur peine. Même s'ils ont pris quelque part leur indépendance, le processus de transformation comme il devait s'opérer ne s'est pas fait. Donc, c'est un changement brutal. On souhaite tout le bien, que ça se passe bien. Mais l'analyse, moi, là où je veux en venir, oui, ce sont les références et les critères qui permettent aujourd'hui à l'Afrique et au Sénégal de pouvoir espérer des lendemains meilleurs, de par sa jeunesse, de par sa démographie, de par sa capacité de résilience, de par sa capacité de solidarité. Parce que nous avons maintenant de plus en plus des ressources qui deviennent rares. Nous, le fait de pouvoir vivre ensemble et de partager ensemble nous donne une force. Au niveau de la résilience, sur le Covid, on a vu, c'est l'Afrique qui a résisté le plus. Et au niveau démographique, par rapport aux opportunités et les projets qu'il faut mettre en place sur la commercialisation, c'est un atout. L'Afrique a bénéficié aujourd'hui de ce qu'on appelle l'exode des cerveaux. Il y a une étude qui montre que plus de 50% de la population est jeune, moins de 15 ans. Ouais. Et tous ces jeunes moins de 15 ans, ils ont eu la chance de pouvoir aller à l'étranger, étudier, travailler, avoir de l'expertise dans pratiquement tous les domaines. Cet exode de cerveau, nous, c'est une chance pour l'Afrique. Nous n'avons pas investi pour ça. C'est venu de façon naturelle. La Chine, pourquoi aujourd'hui la Chine est devenue une puissance mondiale? C'est parce que ils ont une stratégie d'envoyer des ressources humaines un peu partout dans les grands pays de ce monde. Ils se sont formés, ils sont revenus pour travailler dans leur propre pays. Mais nous, ça s'est fait de façon naturelle. Vous voyez, sur certains des pays, il y a même un exemple qui avait été donné sur le commentaire, sur l'émission que j'avais vue. Il y a plus de médecins, figurez-vous, il y a plus de médecins africains béninois en France qu'au Bénin. Et ça, il y a pratiquement dans pas mal de pays où ça se passe. Les gens qui nous suivent, ils peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. Pour le Sénégal, vous partez dans tous les pays, vous allez voir des Sénégalais qui travaillent dans des zones, qui travaillent dans des entreprises et dans des secteurs très pointus. Ici, au niveau du Sénégal, il y a de plus en plus des ressources humaines que moi j'ai rencontrées et qui sont capables de pouvoir exploiter, je pense, toutes les ressources naturelles que nous avons ici. Et la dernière des choses, c'est vraiment... Oui. C'est vraiment ce qu'on appelle le saut du grenouille. C'est toutes ces innovations, les innovations, la technologie, l'information. Sur les 30 dernières années, une étude a montré que c'est l'Afrique qui a le plus progressé sur l'adaptation et la capacité de nos jeunes à pouvoir mettre en place des outils, des applications, sur l'utilisation. Vous voyez, pourquoi? Parce que
il y a l'intelligence naturelle de ces jeunes. Maintenant, il faudra les accompagner. J'ai vu hier l'inauguration sur l'innovation technologique. Mais tout ça, pour nous, c'est que de la poudre. Voilà. Mais Mohamed Sambou, d'où la responsabilité aujourd'hui en tout cas des jeunes cadres que vous êtes, vous avez une autre responsabilité aujourd'hui de traduire toutes ces politiques en action, comme vous le dites, par l'unité. Parce que l'on parle de Sonko, que vous êtes tous de la même génération et vous portez les mêmes projets, si on peut le dire. C'est avec lucidité que nous avons pesé, mesuré toutes ces responsabilités et ces défis. Je l'ai dit et je le répète, le Sénégal est un pays sous-développé qui fait partie des pays les moins avancés. Bien qu'aujourd'hui tous les yeux sont arrivés sur le Sénégal par rapport à cette impasse. Le Sénégal ne constitue rien par rapport à ce qui se passe, excusez-moi du terme, hein, c'est la réalité, par rapport à ce qui se passe au monde sur les productions et le commerce mondial. L'Afrique ne constitue pas grand-chose, vous voyez. Donc, à partir de ce moment où nous savons que nous avons un pays vulnérable, nous avons un pays qui ne fait que 17 millions, un pays qui fait que 112 000 km, voire 113 000 km². Vous voyez, nous ne pouvons pas rivaliser avec ces grandes puissances. Pas du tout. Par contre, on peut s'unir sur l'essentiel. Il y a des pays qui ont montré l'exemple. Le pays où je vis, qui est Luxembourg, ça fait 600 000 habitants. Aujourd'hui, c'est le premier pays par revenu, par habitant au monde. Oui. Je parle bien au monde. Donc, pourquoi? Oui. Comment ils sont arrivés? C'est parce que tout simplement, ils ont su qu'ils ne pouvaient pas rivaliser, en tout cas sur certaines politiques. Ils se sont unis et ils se sont tombés d'accord sur l'essentiel, sur des secteurs d'activité qui leur rapportent et qui n'est pas politisé du tout. Donc, il y a une prise de conscience qui doit être faite de par nos leaders, il y a une prise de conscience qui doit être faite par la population et le tout peut créer une synergie pour pouvoir aller de l'avant. Nous, en fait, c'est ce qu'on pense. Voilà. Par rapport aux multinationales, parce qu'on voit aujourd'hui, quand les jeunes sont très fâchés, ils sont dans la rue et s'attaquent aux multinationales, cela veut dire que quelque part, ils ne veulent plus cette colonisation, ils veulent se libérer et voir, créer, pourquoi pas nationaliser même tout ce qu'on a comme ressources. Oui, je comprends, on peut comprendre leur colère et je l'ai déjà expliqué, mais oui. Ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, on a affaire à une élite parfois qui est encore complexée. Nous sommes décomplexés. Oui. Nous n'appartenons pas en fait à cette élite parce que nous avons été à la bonne école, nous avons travaillé dans ces multinationales et nous savons comment ils évoluent. Donc de ce point de vue-là, c'est pourquoi je dis, nous avons tout intérêt. Nous avons tout intérêt à s'engager dans cette politique pour apporter en fait ce changement que le pays attend. Parce que nous avons tous ces atouts. Dieu nous a donné la chance de pouvoir ici faire nos études, de pouvoir avoir une éducation solide de par nos parents, d'avoir une culture très riche qu'on a pu aussi développer à l'étranger avec aussi d'autres arguments qui nous permettent vraiment d'être dans les conditions de pouvoir mener notre projet à bout. Voilà. Mohamed Sambou, président Mohamed Sambou, donc, qui est le président du grand mouvement La Relève. Vous nous avez exhibé votre programme qui, on peut le dire, est fascinant. Mais, comme on le dit, les programmes existent. Mais ce qui est plus important, c'est l'exécution. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quand on vient au pouvoir, on a l'impression que tout change? Ce n'est plus la personne qui vous propose ces programmes. On a l'impression qu'il est entre... Qu'est-ce qui se passe? Ça, le problème... Entre des mains... le problème qui se pose, c'est que... Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Même avec le président Macky Sall, en 2012, il nous a fait rêver. Il a rêvé toute une jeunesse, la patrie. Aujourd'hui, cette jeunesse qui est dehors et qui manifeste sa colère contre ce régime, quelque part, cela veut dire que vous, les politiques, ont un problème. Quand ils viennent au pouvoir, ils ne peuvent plus exécuter le programme. Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord voir le profil de qui nous dirige. Je pense que la question qu'il faudrait poser, c'est
Depuis 1960 jusqu'ici, le système éducatif que nous avons, les types de formations que l'on propose et dont nos élites en fait nous gouvernent avec ces apprentissages et ces formations-là, est-ce que ces apprentissages, est-ce que je veux dire, ces cours, ces formations ne sont pas caduques? Est-ce que ces formations-là ne sont pas dépassées? Moi, à mon sens, oui. À mon sens, oui. C'est des formations qui n'ont pas été recyclées depuis 1960. On fonctionne toujours de la même manière. C'est des formations purement administratives. Il n'y a rien d'amélioration dedans, ni d'innovation, ni de créativité. Et forcément, nous sommes dans un régime stagnant où on ne fait que de la littérature. C'est bien beau d'écrire. Je dis tout le temps, quand parfois on me demande, je rigole quand on me demande quel est votre programme, quel est votre projet. Je dis, vous savez, je prends un expert, il me tape 200 pages de programme, je te le donne. Mais est-ce que vous avez la capacité de dérouler, de piloter ce programme? Ça, c'est autre chose. Ça demande une certaine expertise, ça demande une technique opérationnelle qui peut se faire uniquement dans la pratique. Mais malheureusement, jusqu'ici, je pense que si vous voyez tous les profils que nous avons, c'est des profils, bon, j'ai rien contre la littérature et ceux qui sont dans votre domaine, de votre corporation, le journalisme et autres. Aujourd'hui, il nous faut de réelles capacités managériales et de leadership. Les projets à exécuter, les programmes à piloter demandent une certaine dose de maîtrise, je vais dire, sur le temps. Le planning que tu fais pour le suivre, pour l'évaluer, pour le contrôler, pour le valider et donner une appréciation par rapport à ce qui a été fait demande une certaine expertise. Et malheureusement, nous avons une certaine conception de ces formations-là. Quand on sort de l'ENA ou quand on sort d'un institut juridique ou autre, tout de suite on pense qu'on est prêt pour gouverner. Non, moi je ne pense pas. Tant que vous n'avez pas été à l'épreuve sur des défis où vous avez montré vos preuves, c'est quand même assez risqué. Après, je ne parle pas de diplôme ni autre chose, parce que l'individu, il peut avoir quand même des acquis, mais s'il va dans un développement personnel par rapport à ses ambitions, il peut atteindre le sommet. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, personnellement, nous souffrons de notre système éducatif qui n'apprend pas et qui ne donne pas les moyens qu'il faut à ses dirigeants de pouvoir piloter des programmes du début à la fin avec une efficacité maximale. Finalement, il faut tout rénover. Il faut une rénovation. En tout cas, il faudra rénover. En tout cas, il faudra rénover. En tout cas, nous, ce que nous proposons, on ne va pas laisser ces formations-là à l'État. Non, on va systématiquement moderniser tout, en tout cas pour les personnes qui vont quand même avoir cette responsabilité de gouverner. Obligatoirement, il faudrait un minimum de mise à niveau parce que nous vivons dans un village planétaire. Nous sommes aujourd'hui à une échelle mondiale. Donc, nos ministres ou nos agents, et j'en rigole tout le temps, parfois, et j'ai des amis qui m'appellent, vous voyez certains ministres qui voyagent, qui vont à des séminaires, qui ne comprennent pas l'anglais, qui sont obligés de faire des... Ils ne sont pas au diapason. Ils ne sont pas au diapason. Nous ne devons pas aujourd'hui, je vais dire 2023, ne pas avoir des gens capables de pouvoir suivre. Moi, il m'est arrivé. Il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont appelé, qui ont dû faire certains travaux pour certains de nos leaders ou de nos dirigeants. Vous voyez, c'est vraiment une honte. Nous ne devons pas, et Dieu sait que nous avons cette possibilité, nous avons les ressources humaines qui s'y est, de pouvoir mettre ces gens-là qu'il faut. Il y a énormément d'opportunités. Je vous l'ai dit, le Sénégal, c'est une convoitise. Tous les pays européens ont envie d'être au Sénégal. Le Sénégal peut être un hub. Le hub financier dont on parle, c'est une réalité. C'est fort possible. Parce que nous avons des jeunes dynamiques, nous avons des gens qui sont partout dans ce monde-là et qui peuvent aujourd'hui rayonner, je vais dire, au niveau national. Et vous avez l'impression réellement, Mohamed Sambou, que ces jeunes ne sont pas compris? Ils ne sont pas compris par le régime actuel, par les politiques? Non, je dirais le contraire. Je dirais que ce sont nos dirigeants qui ne comprennent pas. Comprennent pas. Voilà, ou alors qui comprennent, mais qui ont envie tout simplement
de jouir, de rester au pouvoir, de rester au pouvoir, de s'accrocher. Mais je leur dis, la jeunesse, la force que j'ai vue, moi, sur le terrain, ils ont intérêt à partir. Ils ont intérêt à partir parce que, tout simplement, l'énergie qui existe maintenant dans ces jeunes, dans ces femmes... Le monde évolue. Le monde évolue. Ils ne pourront pas résister. Ils ne pourront pas résister parce qu'ils vont faire appel, ils vont à chaque fois être bousculés, ils vont être à chaque fois sur la reddition des comptes, sur les bilans qu'ils doivent présenter en fait au niveau des peuples, sur les responsabilités qui sont confiées. Ça va être de plus en plus fort. Les gens vont être de plus en plus exigeants. Et exigeants également par rapport aussi à vos partis, à vos politiques. Plus jamais l'entrisme, etc. Tout ça également, le président, chef de parti, il faut réformer les partis politiques également. Oui, non, mais le boulot, je pense que c'est la demande qui est là. Oui, les jeunes qui sont exigeants et qui demandent que des commissions parlementaires soient créées un peu partout, parce qu'il n'est plus question aujourd'hui de laisser les gens gaspiller notre argent, de détourner les deniers publics sans poursuite, rien. Mais ça, c'est une exigence. Vous voyez ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Donc, il faut plus de la dictature dans les partis politiques. Oui, l'information circule de partout. Même si toi, tu ne donnes pas l'information, elle va sortir. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter. Il y a ces éléments positifs comme il y a ces éléments négatifs. Mais c'est pour dire qu'on ne peut plus cacher. Oui. La politique de la médiocrité, c'est derrière nous. On ne peut plus tolérer ça. On ne peut plus avancer dans un système où on va accepter des gens qui vont venir nous gouverner sans pour autant nous donner, je vais dire, un pilotage qui est quand même cohérent et acceptable de la population. Voilà. Mohamed Sambou, voilà, donc comme je l'ai dit au départ, vous faites partie de ces jeunes cadres, en tout cas, qui ont décidé de faire leur entrée dans la politique. Et en tout cas, le chemin est plein d'embûches. On ne sait pas, l'avenir est un peu sombre, on ne sait pas réellement ce qui va se passer, mais vous ne le souhaiterez pas, on ne le souhaitera pas que, par exemple, notre pays soit installé dans une instabilité où on ne sait pas où est-ce qu'on va. Je ne pense pas qu'on va en arriver jusque-là, parce que nous avons pu... à toute épreuve, à chaque instant. C'est vrai que pour le moment, c'est quand même assez déplorable ce qu'on voit. Mais nous, on est optimistes. Nous faisons partie de cette classe où on reste toujours positif, quoi qu'il en soit. Et de se dire, c'est possible. C'est possible parce que nous avons un pays de dialogue. Nous avons un pays où on a de grandes personnalités qui ont grandement contribué pour l'émergence et la stabilité d'un point de vue immoral, d'un point de vue moral, d'un point de vue immatériel. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut détruire, je pense, en un clin d'œil. Après, il y a les risques qui sont là, mais je pense qu'on doit savoir faire raison garder et aller dans le sens de préserver ce qui est là. Parce même les chefs religieux également ont un problème même à parler aux jeunes qui pensent que aujourd'hui, même ces chefs religieux, quelque part, sont dépassés par les événements. Il faudrait qu'ils soient également au top du management pour comprendre bien leur peuple, leur population, pour pouvoir arbitrer. Mais Moussa, tout cela, c'est un problème. Quand vous avez un problème pour boire, pour manger, pour dormir, pour vaquer à ses occupations, ne serait-ce que sur ses besoins, pouvoir... les financer de façon très très indépendante. Mais forcément, ces jeunes ne peuvent pas, ils peuvent pas voir tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Ces jeunes sont dans le désarroi total. Ils sont dans le désarroi total. Et il faut que ça cesse. Et il faut que ça cesse. C'est pourquoi nous avons mis comme cible cette jeunesse, de les conscientiser, de leur dire que c'est possible. Il y a des atouts qui sont là. Il faut les préserver. Oui. Si nous gaspillons le peu qu'on a déjà construit, et Dieu sait qu'on a mis déjà 60 ans pour le construire, on va prendre un jour pour le détruire, mais il va nous falloir presque plus de 100 ans pour le reconstruire. Et je pense que... L'heure est grave. 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 Mais comme je dis, c'est réparable. Voilà.
En tout cas, merci Mohamed Sambou, président du mouvement grand mouvement La Relève. Nous souhaitons à ce beau pays beaucoup de paix, tranquillité, qu'on puisse aller à des élections transparentes, pacifiques, que le changement puisse s'opérer également dans voilà, dans la paix. Nous disons, Moussa, c'est possible. Il ne faut jamais désespérer. Il faut tout le temps être dans la positivité. Et comme je viens de le dire, nous avons la chance d'avoir un pays en convoitise, avec des ressources naturelles voilà, immenses, des ressources humaines partout. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Voilà, tënk tuuti rek ci wolof nga daal ci tàggu suñu mbokk yi ndax da ci am solo. waaw Moussa tënk lii yëpp ci wolof nam dina xaw a doy waar. tuuti rek kaddu yu gàtt rek. waaw su ko defee ñu daal di parce que li ñu ngi yëgal ni waxtu bi. daanaka gis nañu d'accord waaw am mbégte partager plateau bi saa su ne ak yow. ñëwoon fii waxtaan li nga xamante ne mooy actualité politique. ci li nga xam ne moo lëmbee réew mi. ci procès bi nga xamante ni moom ki ñuy wax Mame Mbaye Niang ak le président Ousmane Sonko. ci ñaari problème yi nga xamante ne moom président Ousmane Sonko am na ko ak ci Adji Sarr. ñu jàpp ni loolu vraiment dafa indi tiitaange ci réew mi. indi tiitaange ci réew mi ci ñun bu ñu nekkee njiit. dañoo war a def pour que nit ñi ñoom ñu dalal seen xel. ñu jéem a indi jumtukaay yoo xamante ni dinañ ci mën a gis seen bopp ndax foofu la ñuy xaaree lépp lu ñuy wax responsable politique. ci pàcc bi nga xamante ne ni ci wàllu dialogue bi luñ ci wax moom mooy ñun suñu position mooy nee nañu Sénégal depuis ba mu nekkee Sénégal ba tey lépp li nga xamante ne ni ñun def nañ ko fi ci dialogue lañ ko lijjantee ci dialogue lañ ko defee. waaye li am moom mooy dafa am féewloo bu nekk ci opposition bi te loolu ñun rafetlu ñu ko. même bu fekkee ni du ñu dem ci dialogue bi dafa war a nekk benn position consensuelle ñun ñëpp ko war a bokk parce que ñun ñoo bokk opposition te lu ñuy xeex kuñ ko sekkal depuis 2012 ba léegi gis nañ ni am na ci yu bëri yoo xamante ne ni waxtaanoon nañ ci ay dialogue waaye ñoom respecté wuñu ko leneen li nga xamante ni loolu waxtaanee nañ ko fi moom mooy li nga xam ne dañuy yëngu ñun ci mouvement le grand mouvement La Relève bi nga xamante ne ni man maa ko jiite mu doon ay programme boo xamante ne ni waxtaan nañ ci fii ci ñetti ponk yoo xamante ne ni benn bi ci nit la maanaam nit naka lañ koy tabaxee ci lépp loo xamante ni wérgu yaram la ci koom-koom lépp loo xamante ne ni ci tàggat la ci li jëm ci xel lépp loo xamante ne ni dina nekk ay xam-xam yoo xamante ne ni nit ki dina ko mënal boppam beneen bi nga xamante ne ni waxtaane nañ ko moom mooy réforme yi ndax réew boo ko yoree lépp mënoo def lenn bu fekkee da nga ko bëgg transformer da nga ko bëgg changer ci anam yu rafet il faut que nga réformer nag ne veut pas dire que nga changer lépp li fi nekkoon waaye li fi baax da ngay yeesalaat daal waaw da ngay ñu yeesal waaw beneen bi moom mooy li nga xamante ni lu ñuy wax développement te looloo ñu gën a soxal ndax ñun ay acteurs de développement lañu ci li ñuy liggéey ci loolu la ñu ràññee donc ñu commencé def liggéey boobu noonu ci béréb yi nga xamante ni ñoom lañ foofu lañ nekk di dem ak jeunes yeeg femmes yi ñu tëjee ko nag ci li ñuy wax géopolitique ci situation Sénégal fu mu toll ni àddina bi Sénégal réew yëpp dañ ko soxla ndax pétrole ak gaz mi ngi fi et que ñun ndaw yi nga xamante ne nekk nañ fi war nañu mën a booloo war nañu mën a aussi profiter occasion bi nga xamante ne yàlla may nañu ko muy xale yi nga xam ne génn nañu seen yàlla def na ci ñoom xam-xam ñu mën a ñëwaat ci réew mi liggéey seen liggéey ci réew mi ñi fi nekk tamit ñu mën a aussi bokk ci construction liggéey réew bi nga xamante ne ni ñun ñëpp moo ñu soxal waaw Mohamed Sambou boobu lépp toogu leen président Mohamed Sambou yaa ngi ci biir réew mi di wër di waxtaan ak ndaw ñi ci sa programme mu mel ni que mën nañu wax ni lu ca bëri daal gis nañ ci seen bopp programme bi moom macha allah. wax dëgg yàlla. ndax moom nga ñu faram-fàcceel léegi. waaw comme ni mu ko waxee rek. ñun lu ñu def moom mooy ñu won leen. yoon bi nga xamante ne ni jàpp nañu. war nañ mën a am xëy. jàpp nañ ni ñoom war nañu mën a mënal seen bopp. ndax ndaw loolu rek la soxla. femmes yi nga xamante ne ni tamit sonn nañ lool. di liggéey te lu ñuy liggéey ñoom gis ñu ci seen bopp. ñu won leen ni lii. programme bi ñoom war nañ ci mën a gis seen bopp donc liggéey bi daal ci loolu la aju ak ci waa diaspora en tout cas gërëm nañu la bu baax sant nañu la ndax itam ci bañ la wooyee ngir woo la waxtaan ak yow bàyyi nga activité yëpp ci nekkoon nga ci xat-xat waaye fexe nañu la ba teg la ci plateau bi di nangu oyof bi nga oyof ba wax dëgg yàlla wuy ñu ci woo giñ la woo ñaanal leen ndam comme ni ñu koy ñaanalee ñëpp réew mi am ndam réew mi am jàmm
réew mi am dal ba su fekkee itam dañoo bëgg soppi ñu soppi ko ci jàmm ak ci dal. jërëjëf Mouhamed Sambou di président mouvement grand rassemblement mouvement pour la relève. di ñaanal leen ndam di ñaanal itam ñu doon topp ci téléspectateurs yi. au niveau de la régie Abdou Diouf ñu ngi koy gërëm di ko sant mais également Pape Cheikh ci wàllu caméra yi ak téléspectateurs yëpp di leen dig daje beneen yoon ci beneen numéro wasalaam.